Bienvenue sur Radio Vallée de la Lézarde. Et maintenant, on ne va plus parler du hack, mais c'est bien le début d'une nouvelle émission. Une émission spéciale Euro, équipe de France. Et oui, avec Clémence, on va décrypter l'actualité de l'équipe de France et de cette grande compétition européenne. Bonjour Clémence. Bonjour Adam. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cette nouvelle émission. Je suis prête, l'été arrive, l'Euro aussi. Les Bleus, on espère qu'ils seront en feu pendant cet Euro. Je suis prête à débriefer tout ce championnat. Et on s'est dit que c'est l'occasion de faire une émission pour cette équipe de France pendant l'Euro, car elle n'a plus gagné cette compétition depuis l'Euro 2000. Et suite à sa très bonne performance en Coupe du Monde, on peut s'attendre à un grand parcours de nos Bleus. Alors Clémence, pour cette première partie d'émission, tu voulais parler de cette liste de l'équipe de France. C'est les joueurs qui vont attaquer ce championnat d'Europe. Et alors on va faire une petite présentation pour ceux qui ne les connaissent pas, ou alors pas tous. Clémence, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette présentation ? Alors tout d'abord, je voudrais commencer par un point qui paraît important. Notre recordman de buts et de sélection en équipe de France, on le connaît tous. Olivier Giroud, malheureusement, ce sera son dernier championnat en sélection d'équipe de France, puisque en effet, il ne va pas tarder à prendre sa retraite internationale. Mais autre que ces nouvelles tristes, on a aussi des revenants en équipe de France. Tu l'as vu ? Ouais, bien sûr. Marcus Thuram, Ronald Colomwani, et puis N'Golo Kanté surtout. Évidemment, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui était là lors des brillantes performances des Bleus, lors de l'Euro 2016 où on avait été jusqu'en finale, oui. Lors du sacre, le magnifique sacre lors de la Coupe du Monde 2018, et avec satisfaction pour moi, pour beaucoup, N'Golo Kanté est de retour en bleu et on est bien content. Oui, N'Golo Kanté, ça reste quelque part un joueur mythique de l'équipe de France. Il était là pendant nos plus belles performances. Même si pendant l'Euro 2016, évidemment, on est allé jusqu'en finale, c'était un super championnat, on se rappelle tous de cette décision d'arbitrage douteuse contre le Portugal qui nous a malheureusement coûté la victoire. Ça avait été allé jusque dans les prolongations. Terrible. Oui, ce coup franc sifflé alors qu'il y a une main d'un Portugais. Oui, et l'arbitre a cru que c'était une main française. Et c'est sur ce coup franc qu'est intervenu le but quelques minutes après. Oui, c'était une vraie déception pour tous les Bleus. J'avais à peine 10 ans à ce moment-là, mais je me souviens très bien que j'avais pas apprécié. Ah, moi je m'en souviens aussi, j'étais très très affecté. Pourtant j'adore Cristiano Ronaldo, mais là il n'y avait pas d'affinité sur ce match. J'étais absolument pour les Bleus, j'étais écœuré. Même en le voyant soulever le trophée, j'étais effondré. Mais clairement, ce qui était encore pire, c'était quand on les regardait sur la pelouse à côté avec leur médaille d'argent. Ils étaient dépités. On se souvient d'Antoine Griezmann, il avait pleuré assis dans un coin du terrain. C'est une image qui m'avait marqué. Antoine Griezmann qui avait fait un Euro étincelant, il avait marqué 6 buts, un doublé en demi-finale contre l'Allemagne. Voilà, c'était son année et malheureusement il n'a pas concrétisé sur cette finale. Mais 2 ans après, voilà, c'était encore mieux. Je pense que la défaite en finale contre le Portugal fait partie de l'histoire et qu'elle a permis aux Bleus de revenir encore plus fort 2 ans après et d'être champion du monde. Oui, c'était une très belle fête en plus, cette Coupe du Monde. Et pour revenir sur l'Euro 2024, N'Golo Kanté qui est de retour. Toi, quand on voit la liste des Bleus, qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, j'ai pas tant de surprises que ça, mais pour moi, on garde une équipe et une sélection vraiment très efficace, très bonne. On a toutes les personnes que j'attendais. On a Hernandez, on a Kylian Mbappé, on a Antoine Griezmann, on a Olivier Giroud, on a évidemment Kanté. La seule surprise pour moi, c'était de ne pas voir Karim Benzema. J'ai compris plus tard pourquoi. J'étais longue à la détente. Il avait pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Oui, c'est pour ça que je dis que j'étais très longue à la détente. Et oui, moi aussi j'ai trouvé que c'est une liste au-delà du retour d'N'Golo Kanté, c'était une liste sans surprise. Voilà, les valeurs sûres sont présentes. Et on avait un peu peur que Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni soient un peu courts pour l'Euro, étant donné qu'ils étaient blessés. Ça devrait le faire normalement. Oui, Coman a rejoué d'ailleurs. Oui, normalement ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir trop de soucis sur ce point, je pense. Et puis il y a les petits nouveaux, Warren Zaïre-Emery, qui avait déjà été en bleu quelques mois précédents. Mais c'est sa première compétition internationale avec l'équipe de France. Il est très jeune, il a 18 ans. Il a mon âge. Il doit d'ailleurs passer son bac cette année. Il a demandé exprès pour l'Euro justement à le passer en septembre. Ça me fait bizarre de savoir qu'il y a une personne de mon âge dans l'équipe de France.
Ça me rajeunit pas. Et ça me fait bizarre de voir qu'un joueur plus jeune, une personne plus jeune que moi est en équipe de France. Tu m'étonnes. Et que je dois commenter ses performances alors que je suis plus vieux. Et puis... pas beaucoup plus vieux, ça va encore. Ouais, quelques années d'écart. Oui, tu restes dans la moyenne d'âge des Bleus, t'inquiète. En revanche, j'ai un niveau... Il y a un écart plus important entre son niveau et le mien. Je m'en doute. Et puis c'est la première compétition internationale en sélection pour Bradley Barcola, qui est un joueur du PSG, formé à l'Olympique Lyonnais, et il a signé au PSG l'année dernière, et pour sa première saison, il a gagné de ses galons et sa place en bleu. Franchement, c'est très bien pour lui. En plus, ce championnat, l'Euro a souvent été synonyme pour l'équipe de France de découverte de nouveaux talents. Pour ceux pour qui c'était les premières sélections, cette compétition, et surtout dans une première sélection, ils peuvent clairement se démarquer. Ouais, totalement. Et je pense que concernant Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ce sont deux joueurs en devenir, deux potentiels futurs titulaires des Bleus. Et moi, je n'ai pas de doute sur leur talent et leur capacité à briller sur cet Euro. Je n'ai pas vraiment de doute non plus. À partir du moment où ils ont été sélectionnés en équipe de France, je fais confiance à Didier Deschamps. C'est que ce doit être des joueurs très compétents et certainement exceptionnels. Didier Deschamps a vraiment l'œil pour dénicher des talents. On peut lui reconnaître. Ouais, et puis c'est pour Didier Deschamps, voilà, si on compte, c'est sa 12e année en équipe de France. Ça va être sa 6e compétition internationale, si je me trompe pas. Oui. C'est assez impressionnant, une longévité unique pour Didier Deschamps. Une longévité unique, mais surtout des résultats uniques. Il a eu des résultats en tant que sélectionneur que énormément de ses prédécesseurs n'ont pas eu. Oui. Il nous a emmenés en phase finale plusieurs fois. Il nous a fait gagner plusieurs trophées. Honnêtement, pour moi, Didier Deschamps, il est excellent. Oui, et puis hormis l'Euro précédent, l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021, où ça s'est un peu mal passé, toutes les grandes compétitions où Didier Deschamps a été le sélectionneur des Bleus ont été des réussites. De grandes réussites. Il nous a amené 2 fois en finale de Coupe du Monde, c'est assez exceptionnel, une victoire, une finale de l'Euro, et puis on espère qu'il va gagner le dernier trophée qui lui manque en tant que sélectionneur, l'Euro, champion d'Europe. Oui, et tous ces succès, rien de si étonnant pour un champion du monde de 98. Faut pas l'oublier. Peut-être que la relève poste de sélectionneur sera un autre champion du monde 98, mais ça, peut-être. On aura l'occasion d'en parler si jamais ça venait à se concrétiser. Oui, il me semble que... Arrête-moi si je dis une bêtise, mais il est en contrat jusqu'en 2025-2026 auprès des Bleus. Oui, c'est ça, jusqu'à 2026. Oui, donc on aura encore une Coupe du Monde à faire à ses côtés. Ce sera sa dernière en tant que sélectionneur. C'est ça, sauf vraiment immense catastrophe lors de ces championnats d'Europe. Je sais pas, supposons qu'on termine dernier des phases de poule. Peut-être que ça pourrait rabattre les cartes, mais sinon Didier Deschamps devrait rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026. On l'espère. D'ailleurs, tu verrais qui, toi, pour la succession de Didier Deschamps ? J'en ai parlé indirectement, je n'ai pas cité son nom, mais moi je vois bien Zinedine Zidane. C'est ce que j'allais dire. Moi je vois beaucoup aussi Zinedine Zidane. C'est un champion 98, tout comme Didier Deschamps, et on sait aussi que c'est un excellent coach, entre guillemets. Ça a été un très bon joueur. Il est déjà très apprécié des Français. Il a un palmarès qui parle pour lui, que ce soit en tant que joueur, une image, et même en tant qu'entraîneur. Il a excellé au Real Madrid, et lui-même l'avait confié lors d'une interview sur l'équipe. Lors de ses 50 ans, l'année dernière, il y a 2 ans, où il avait dit que la dernière chose qu'il souhaitait faire, c'était être entraîneur d'équipe de France. Il l'a clairement confié. C'est un objectif qu'il ne cache pas. Voilà, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera sélectionneur un jour. Et je n'ai pas vraiment de doute non plus, sauf surprise, pour moi, ce sera Zinedine Zidane. Ouais. Après, je ne suis pas dans les bureaux de la Fédération française de football, mais pour moi, ce sera lui. Ouais, je pense aussi, on est d'accord sur ce point, sur le poste de futur sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Bon, voilà, on aura le temps d'en décrypter en temps et en heure. Sur cette liste, tu as autre chose à rajouter ? Alors, c'est beaucoup plus superficiel, mais retraçons ensemble leur arrivée à Clairefontaine. Ça a été un véritable défilé de mode. Avec plaisir. Oui, évidemment, il y a eu des tenues qui ont marqué. Quand je dis ça, je pense principalement à la tenue de Jules Koundé. Jules Koundé qui nous a sorti une tenue qu'on n'attendait pas. Avec une sacrée paire de chaussures blanches montantes. Ça ressemble à des bottines. Ouais, on dirait bien. Et surtout une couleur jaune qui est très inhabituelle dans le look des footballeurs au moment d'arriver à Clairefontaine. Il me semble qu'il y a pas mal d'articles de la marque Louis Vuitton dans mes souvenirs. Mais pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus... marqué en termes de style.
Et puis j'ai vu une autre photo aussi de Jules Koundé, ça devait être quelques mois avant, là, lors de son arrivée à Clairefontaine, il était comme ça aussi, avec les petites bottes noires. En talons. Ouais, voilà. En talons, c'est rare aussi. Ouais, Jules Koundé qui quand même qui avait été élu, je sais plus, l'année dernière, célébrité la mieux habillée du foot, quelque chose comme ça. Ah, ça, je n'étais pas au courant. C'est un joueur de mode, hein, Jules Koundé. C'est bien, il nous en faut des joueurs de mode aussi. Briller sur le terrain, mais briller hors du terrain aussi, c'est bien. Ouais, et puis voilà, on a vu d'autres joueurs ici arriver en bonne tenue. On espère qu'ils seront encore mieux sur le terrain. Oui, ils nous ont éblouis en arrivant à Clairefontaine. On espère qu'ils nous éblouiront sur le terrain. Et c'est souhaitable. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de les matchs qui ont lieu, que ce soit contre le Luxembourg et contre le Canada. Mais juste avant cela, une pause musicale. Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs. Célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir. Si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Vous êtes bien sur RVL, émission spéciale Euro, équipe de France. Et avant de parler du vif du sujet de la compétition que l'on attend de pied ferme, nous allons parler des matchs de préparation qu'ont réalisé les Bleus juste avant le début de cette compétition. D'abord un match qui a eu lieu la semaine dernière contre le Luxembourg, un succès net, 3-0. Toi Clémence, tu as vu le match? Oui, j'ai vu le match en direct à la télé. La performance t'a plu? Alors, la performance m'a plu. J'ai juste trouvé le début du match où on avait quand même du mal. On faisait du pressing, certes, mais ça se concrétisait pas. On n'arrivait pas à marquer. On a réussi à marquer qu'à la 43e minute. Mais c'est quand même excellent. 3-0 face au Luxembourg. J'en attendais pas, moi, honnêtement. Ouais, je suis assez d'accord. On a eu du mal à se mettre en route pour au début de match. Heureusement qu'on marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. À la 43e, Randal Colomwani qui sort d'une saison très compliquée avec Paris Saint-Germain. Je suis content qu'il marque parce que ça va lui refaire un peu le plein de confiance après une saison assez compliquée en club. Oui, on espère qu'il pourra regagner de la confiance chez les Bleus. Mais s'il nous fait une bonne performance pendant l'Euro, honnêtement, je pense que ça pourrait s'arranger peut-être pour la saison prochaine. Puis il avait déjà été là lors de la Coupe du Monde 2022 où il avait été plutôt bon, notamment sur la finale, même s'il rate l'occasion. Il avait apporté beaucoup collectivement. Sur la seconde partie du match, on a vu alors un très beau but. Très beau but. Jonathan Klaus qui marque sur un beau mouvement sur corner. Une frappe enroulée vraiment sous la barre. Toi, comment tu l'as ressenti ce but Bah honnêtement, pour moi, j'étais contente parce qu'on creusait l'écart. 2-0, c'est bon, on était à la 70e minute. Connaissant l'équipe du Luxembourg, ça me paraissait compliqué qu'ils nous fassent une remontada, même si il n'y avait pas de risque zéro. Mais honnêtement, j'étais super satisfaite de ce but. Après, il était magnifique. Je vous avoue, en tant qu'animateur à auditeur, que je n'ai pas regardé tout le match parce que... J'étais au courant. Tu me l'avais dit, déjà, le mémoire a réalisé pour des raisons studieuses. Félicitations à toi d'ailleurs, tu l'as rendu. Merci beaucoup, merci à toi.
De rien. Mais aussi parce que, voilà, ça reste France-Luxembourg. Sans vouloir manquer de respect au Luxembourg, ça reste une nation modeste. La supériorité de l'équipe de France était bien nette. Il n'y avait pas besoin de regarder 90 minutes pour voir à quel point la France était beaucoup trop supérieure. Et c'est pour ça que je me suis plus concentré sur le match d'après. Contre le Canada, on en parlera. Parce que je trouvais que le Luxembourg, enfin voilà, c'était bien, mais c'était pas un adversaire très solide. Oui, c'est sûr que c'était pas un adversaire si solide que ça, mais le Luxembourg, même si le foot c'est pas vraiment leur truc, ils sont pas mauvais non plus, on peut pas vraiment dire ça. Après, voilà, j'ai rien contre eux, c'est un tout petit pays, il faut évidemment, ça faut l'expliquer comme ça. Oui, c'est quand même nos voisins. Et ils ont quand même offert ils ont encaissé que 3 buts, ils ont quand même montré une défense plutôt solide, ils ont empêché plusieurs buts, ils ont même tenté quelques occasions. Et puis Mbappé a marqué en toute fin de match à la 85e. Oui, effectivement, le petit but de Mbappé à la 85e qui visait encore plus creuser l'écart. J'ai pas vu la fin du match pour des raisons personnelles, mais de ce que j'ai vu sur le replay, oui, c'était un très beau but. Et petite statistique comme ça, Kylian Mbappé est devenu le 2e meilleur passeur de l'histoire des Bleus sur cette rencontre. Il fait la passe décisive sur le premier but, Ronald Colomwani, puis pour Klose. Oui. Et il parachève son match sur un but pour le 3-0. Oui, rafraîchis juste ma mémoire s'il te plaît. Qui est premier en passeur décisif chez les Bleus ? Le meilleur passeur de l'histoire des Bleus est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Qui était là aussi notamment sur ce match. Oui, qui était présent sur la sélection dans la pointe d'attaque. Et je porte actuellement son maillot. Oui, au moment où on enregistre, vous voyez pas à quoi on ressemble vraiment. Mais je vous jure que Adam a actuellement le maillot de cet Euro avec celui d'Antoine Griezmann. Il l'a commandé il y a quelques jours, il m'en avait parlé. Il est d'ailleurs magnifique ce maillot. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce maillot, c'est pour ça que je l'ai pris. Peut-être que beaucoup ont critiqué la grande taille du coq sur le maillot, mais moi je trouve que ça rend très bien. Bah oui, ça rend très bien. Après, le coq sur le maillot, le coq sportif, ça reste quand même notre emblème. Oui. On va pas le mettre en tout petit, on en a pas honte. Voilà, c'est incontournable. Il doit toujours être sur le maillot. Toujours. Il n'y a aucun débat. C'est notre emblème, voilà, de l'équipe de France. Avec nos 2 étoiles qu'on arbore fièrement aussi. 98 et 2018. Voilà. En espérant que le prochain, ce sera pas 2078. 2026, c'est très bien. Ouais, ce serait pas mal. Et on va parler du 2e match des Bleus contre le Canada, un adversaire plus relevé. Et bon, voilà, c'est un résultat assez mitigé pour les Bleus. Mais il faut aussi se dire que c'est à une semaine avant l'Euro, que nos Bleus étaient peut-être pas non plus si motivés que cela, qu'ils veulent en garder sous le pied contre l'Autriche pour l'Euro. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? C'est vrai que c'était assez un peu ennuyeux quand même. Alors, oui, de ce que j'ai réussi à suivre du match à cause d'événements dont tu as la connaissance et dont je ne parlerai pas en direct. Oui, avec le différé notamment. Oui, notamment ce fameux différé. Il y a eu ça, il y a eu d'autres trucs. Oui. La composition sur laquelle Kylian Mbappé ne paraissait pas en titulaire, puisqu'en effet, il est blessé. Blessé légèrement, il sera avec nous pour l'Euro et on l'espère bien. Mais ce 0-0, honnêtement, on n'a pas joué si bien que ça. Hein. L'entame était plutôt bonne, avec 2 grosses occasions assez nettes dès le départ. Et puis ensuite, c'est retombé et il s'est rien passé quasiment. On aurait cru voir un match du hack. Mais non, honnêtement, c'est dommage. Je pense que les Bleus aussi se sont un peu reposés sur leur laurier. C'est pas vraiment dans leurs habitudes. Par rapport aux 3-0 qu'ils ont fait contre le Luxembourg, ils se disent que le Canada, c'est pas une équipe qu'ils vont affronter pendant la compétition. Il y a peut-être eu un peu de ça, sachant que l'Euro débute lundi, c'est très bientôt. Il y a probablement eu la volonté de se ménager. Oui, puis même malgré la présence de ténors. Kylian Mbappé a été ménagé sur la première rencontre, sur le début de rencontre. Et par contre, ce qui peut ressortir de ce match, c'est peut-être cette défense centrale qui s'est dessinée pour la compétition, avec la très grande prestation de William Saliba qui a brillé de 1000 feux sur ce match. Oui, William Saliba que j'attendais pas vraiment sur ce match, mais il m'a agréablement surprise. Moi je sais qu'en club il est très bon et pour moi il mérite sa place de titulaire en bleu, mais c'est vrai qu'avec Didier Deschamps il jouait très peu et là c'est enfin le match où il s'est révélé et c'est tant mieux parce que j'aime beaucoup son profil défensif. Oui. Très bon sur les duels aériens, sur les tacles, avec Upamecano c'est assez prometteur en défense centrale. Assez prometteur aussi, c'est le nouveau gardien de but des Bleus, il est pas si mauvais que ça. Hein. Ouais, vraiment depuis
depuis qu'il a pris la relève de Hugo Lloris, moi j'aime beaucoup aussi son jeu. Hein. Il nous avait sauvé sur un penalty contre l'Irlande, je crois, si je ne me trompe pas, ou Pays-Bas, je sais plus. Non, c'était Irlande. Contre l'Irlande, il avait arrêté un penalty en fin de match. Si je me souviens bien, on gagne 1-0. Voilà, il fait un match sans encaisser de but contre le Canada. C'est encore une bonne performance à mettre à son actif pour Mike Maignan. Oui, honnêtement, j'ai été très mitigée quand j'ai vu son annonce quand il rejoignait les Bleus. Je me demandais si ça irait, mais au final, je suis vraiment agréablement surprise. J'avoue l'avoir sous-estimé. Ouais, écoute, c'est tant mieux qu'il se soit révélé à tes yeux, et j'espère qu'il va continuer de ses très bonnes performances, parce que moi j'aime beaucoup ce gardien, et je suis très content qu'on ait un gardien de ce niveau-là en équipe de France, parce que c'est un numéro 1 mais très solide. Oui. C'est pas un numéro 1 par défaut, c'est vraiment un numéro 1 incontestable. Oui, surtout que là on est une grande équipe, c'est une grande compétition, il nous faut surtout pas un numéro 1 par défaut. C'est ça. Puis on sait à quel point dans une compétition c'est important d'avoir un grand gardien. On gagne des trophées avec un grand gardien, le contraire est impossible. Effectivement. C'était pas d'ailleurs Hugo... oui, Hugo Lloris, j'ai failli confondre avec son petit frère qui est en ciel et marine. Gauthier Lloris. Oui, j'ai failli confondre. On l'apprécie. Oui, on l'apprécie, hein, évidemment. Hugo Lloris qui avait pas reçu en 2022 le trophée du meilleur gardien du championnat. Hugo Lloris ? Oui, je sais plus si c'est Hugo Lloris, mais il me semble que c'est lui. Parce que je sais qu'il y avait eu 2 prix décernés aux Bleus, je crois. En finale, il y avait eu Kylian Mbappé pour le meilleur buteur. Et lors de la Coupe du Monde. Oui, Coupe du Monde 2022. Ah non, le meilleur gardien, c'était le gardien de l'Argentine avec sa fameuse célébration avec les gants. Ah. Non, mais sinon, Hugo Lloris n'avait pas remporté le trophée de meilleur gardien. Dommage, mais il méritait. Il méritait. Hein. Il méritait, il aurait probablement plus de respect, je pense. Oui, ça, pour moi, il le méritait encore plus lors de la Coupe du Monde 2018, où il aurait dû l'avoir. 2022, mais oui, il aurait dû l'avoir. Et on va conclure sur ce match contre le Canada. C'était le dernier match d'Olivier Giroud à domicile en équipe de France. Oui, le tout dernier, il est proche de sa retraite internationale. Olivier Giroud qui, malgré le fait que certains dans mon entourage ne l'apprécient pas vraiment, il aura quand même rendu énormément de services aux Bleus. Oui. Il était un excellent joueur. Il a souvent été critiqué, surtout au départ, mais il s'est... Surtout en 2016, il me semble. Surtout en 2016, avec Karim Benzema, oui. Lorsqu'il n'était pas sélectionné. Et Olivier Giroud a fait preuve d'une humilité, il a été performant à chaque fois. Lors de la Coupe du Monde 2018, il a fait un très grand travail défensif. Il est devenu meilleur buteur de l'histoire des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. Il a gagné tout le respect des supporters français, même s'il est encore un peu critiqué. Je pense que les sceptiques se font de moins en moins nombreux, et Olivier Giroud n'a pour moi plus rien à prouver. Oui, pareil pour moi, il a vraiment plus rien à prouver. C'est un excellent joueur. Il a rendu de grands services à l'équipe de France. Pour moi, il n'y a même pas lieu d'être de le critiquer, en fait. Et voilà, on espère tous qu'il pourra partir en beauté avec un dernier trophée à son palmarès. On espère, ce serait vraiment magnifique. Très fourni. Oui, un très beau palmarès. Et honnêtement, même pour Olivier Giroud, mais aussi pour Olivier Deschamps, ce sera son dernier Euro en tant que sélectionneur. Oui, c'est possible. On espère vraiment qu'il l'aura. Qu'il fasse le grand chelem. Oui, le grand chelem, tous les trophées. Coupe du Monde, Euro, joueur sélectionneur. Ouais, honnêtement. Là, pareil, il pourra partir en beauté, notre sélectionneur Didier Deschamps. Ah, c'est sûr. On va marquer une seconde pause musicale et nous revenons juste après. Oui. Sortilège de
serai jamais guérie. Manque plus que la lune qui nous fait la peau si brune. Tout y est, le vent parfumé, le scénario, je le sais. Je vais défaillir devant ton sourire, drôle d'étoile rose qui me rappelle la vie en rose. Tu me parles, je ne sais même pas de quoi je me fais mon cinéma. Je suis romantique et c'est dramatique. Oh, oh. Sortilège de la nuit, je ne sais plus où je suis. Si je craque, tout est fini. Le piège, oh, oh, oh. Sortilège de la nuit, chez moi c'est une maladie. Je ne serai jamais guérie. Oh, oh, oh. Sortilège de la nuit, je ne sais plus où je suis. Si je craque, tout est fini. Le piège, oh, oh, oh. Sortilège de la nuit, chez moi c'est une maladie. Vous écoutez bien Radio Vallée de la Lézarde, émission spéciale équipe de France pendant l'Euro, championnat d'Europe des Nations. Pour être concis et vous donner les informations précises pour ne rien manquer de cette grand tournoi. Le tournoi débute aujourd'hui. Oui, il débute aujourd'hui, il débute Le ce soir. vendredi pour être 14 plus précis. juin à 21h, Allemagne, le pays hôte, contre l'Écosse. Et pour, on en a parlé en deuxième partie de l'émission, l'équipe de France commence sa compétition lundi contre l'Autriche. C'est bien ça. Alors, toi, Clémence, on donnera nos favoris en tout le temps d'émission. Oui. Et toi, comment tu le sens, ce match contre l'Autriche Est-ce que, quand tu vois la poule des Bleus, Autriche, Pays-Bas, Pologne, tu penses que ça passe tranquille ou ça que c'est une poule piège? Parce qu'il y a toujours des surprises dans ces grandes compétitions. Ah, pour moi, c'est entre les deux. D'un côté, je suis rassurée parce que on m'aurait dit attention, il y a l'Allemagne dans les phases de poule. Je me serais inquiétée, tu vois. Oui. Parce que l'Allemagne, ça reste quand même notre grand rival aussi en football. Ils ont une excellente équipe. Mais même si ça peut être une poule piège, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à les dépasser. Moi aussi, je pense pareil. Alors, pour moi, entre les trois nations, je suis la nation qui me fait le plus peur. Ça va peut-être te surprendre, mais c'est l'Autriche. Ah bon? C'est vraiment une nation qui est assez impressionnante. Cette nation a vaincu l'Allemagne, la Turquie, l'Autriche. Ils peuvent pas se battre eux-mêmes. Oh, on sait jamais. Hein. Ils ont de nombreux joueurs à leur actif, mais là où je suis un peu moins inquiet, et je pense que ça va passer pour les Bleus, déjà parce que l'équipe de France est très forte, mais l'Autriche a des blessés. Très important. Oui. Excuse-moi, c'est à prendre en compte. Mais après le match contre l'Autriche, je suis pas aussi pessimiste que toi, il me fait pas spécialement peur ce match. D'accord. Oui. L'Autriche, ça reste une bonne équipe, je vais être honnête. Mais honnêtement, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, je vais commencer à vraiment m'inquiéter à partir des 8e de finale. D'accord. Oui. Ah oui, toi tu te projettes déjà. Ah oui, moi après les phases de poule. Je me projette, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pour moi, on n'aura pas vraiment de souci à passer ces phases de poule, même si bien sûr il faudra rester méfiant. C'est pas parce que on gagnera peut-être contre l'Autriche lundi qu'il faudra se reposer face au prochain match contre les Pays-Bas et la Pologne. Je pense qu'il va quand même falloir se montrer très méfiant parce que tout peut arriver, ça peut aller extrêmement vite. C'est bien vrai. Lundi, on joue contre l'Autriche et on enchaînera, on en parlera dans les prochaines émissions, mais on enchaînera ensuite contre les Pays-Bas le vendredi 21 juin et puis la Pologne le mardi 25. Voilà, moi j'ai quand même envie de rester un peu vigilant parce que l'Autriche, je considère toujours que c'est un adversaire faible, piège, pardon. Attention à ce que Piège. tu dis, on sait jamais si les supporters autrichiens t'écoutent. Une nation piège malgré les blessures qu'ils ont.
les blessures qu'ont certains joueurs. Et après, Pays-Bas, c'est quand même une nation aussi solide. C'est pas un cadeau d'avoir le Pays-Bas en phase de poule. C'est sûr. Après, pour les huitièmes, c'est sûr que c'est là où là c'est le plus sérieux parce que c'est les matchs à élimination directe. Oui, les matchs à élimination directe, c'est toujours effrayant, mais cette phase de poule, oui, ça aurait pu être pire. Je pense que le scénario catastrophe pour cet Euro, ça aurait été d'avoir dans notre poule la Croatie, l'Allemagne et l'Italie. Pour moi, ça aurait été le scénario catastrophe d'avoir cette poule. Ouais, là, il y a une poule assez très compliquée, la poule de la mort, avec l'Italie, l'Albanie, la Croatie et l'Espagne. Les pauvres. Et quand même, l'Espagne, la Croatie et l'Italie, c'est des gros morceaux. Hein. Des très gros morceaux. Heureusement que la France n'est pas à la place de l'Albanie. Hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr, mais d'un côté, ça veut dire que s'il y en a autant, il y en a pas mal qui vont sortir pendant cette poule. On va peut-être être débarrassé de ténors dès le début. Après, faut pas oublier Je vais pas m'en plaindre. cette règle des meilleurs troisièmes qui sont repêchés pour les huitièmes de finale. Laisse-moi dans le déni. Mais bon, voilà, nous on est l'équipe de France, on a des grands joueurs, on les a présentés. Je pense aisément que la France est parmi les 3 favoris pour cette compétition. Oui, pour moi, c'est limite l'équipe favorite. Même s'il va évidemment falloir se méfier des autres équipes. Pas forcément de l'Allemagne, de la Croatie et de l'Italie. Il y a d'autres pays qui pourraient faire des grosses surprises. Pour le moment, les équipes que j'ai citées, ce sont celles dont je vais le plus me méfier pendant cet Euro. Mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors tu as cité l'Espagne, la Croatie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, c'est ça que tu as dit ? Et la Croatie. Et la Croatie, moi je mettrais comme principal favori derrière les Bleus, parce que je mets les Bleus en favoris, l'Angleterre. L'Angleterre. Ça c'est une nation qui m'effraie. Alors c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mauvais les Anglais, mais moi je les vois pas aller au-delà du quart ou de la demi-finale. Ah oui, d'accord. Ah oui, à ce point-là. Pour moi, ça reste une excellente équipe, mais je les vois pas gagner. D'accord. Ah bah écoute, moi je les vais. Pas du tout parce que bien gagner. Pas du tout pour la rivalité franco-anglaise pour le coup, mais. Puis c'est vrai, c'est toujours bon de rappeler qu'il y avait déjà eu un France-Angleterre lors de la Coupe du Monde 2022 en quart de finale. Oui. Et où la France était ressortie vainqueur. Oui. Ils en étaient ressortis vainqueurs. D'ailleurs, il n'y avait pas une visite du Premier ministre de l'époque à l'Elysée ce jour-là ? Ah oui, c'est possible, je crois bien. Entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron, ils avaient parlé du match, je m'en souviens très bien. D'accord. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi calée politique. Ils avaient fait une sorte de pari entre eux. D'accord. Par exemple, si c'était l'Angleterre qui perdait, ce qui est arrivé d'ailleurs, Rishi Sunak devait être obligé, entre guillemets, de supporter l'équipe de France pour tout le reste de la compétition. Oui. Okay, c'était innocent parce que forcément ils vont pas mettre des enjeux politiques non plus, mais je ne le savais absolument pas. Ah, bah je t'apprends un truc pour une fois. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Mais voilà, je suis l'animateur, tu es la chroniqueuse. Là, voilà, tu m'apportes des informations et c'est totalement, c'est tout à fait ce qu'il faut pour cette émission, des anecdotes. Apprendre en direct aussi, c'est toutes les joies du direct. Oui, c'est toutes les joies du direct, d'apprendre plein de choses, d'être étonné. Alors, j'ai fait quelques projections pendant ces derniers jours pour la compétition et voir potentiellement un France-Belgique en quart, ça serait vraiment incroyable. Alors oui, ce serait incroyable d'avoir un nouveau match contre les Diables Rouges, mais honnêtement, j'avoue que cette affiche me ferait un petit peu peur quand même. Ah oui ? Oui, les Diables Rouges, ils sont pas une mauvaise équipe, mais quand même, ils me font peur. Peur. Donc là, ils ont vécu un mondial qatari assez compliqué. Ça a viré au fiasco. Mais ils reviennent vraiment bien avec une très belle génération, une nouvelle qui arrive. Et ouais, si la France venait les rencontrer, ce serait un adversaire à ne pas sous-estimer. Et moi, mon cœur balancerait parce que j'ai des racines belges. Et donc, si jamais il devait y avoir un match, ce serait compliqué de célébrer un but des deux côtés. T'inquiète pas, si c'est un match, si c'est un but français, t'inquiète pas que je vais bien te le rappeler. Mais j'ai envie que la France gagne l'Euro. Donc je serais content quand même. Oui. Mais après, les Diables Rouges, moi, ça risque d'être plus compliqué de mon côté. Les supporters, là où je vais être. Malheureusement, chez moi, j'ai une supportrice des Diables Rouges. D'accord, très bien. Plus que des Bleus d'ailleurs. Donc en cas de match où la Belgique affronte la France, ça risque d'être
très marrant à regarder. Bah oui, notre voisin belge, et j'avais adoré cette une de l'équipe lors de la Coupe du Monde 2018, juste avant le France-Belgique, avec l'équipe qui avait repris la bande dessinée Tintin, Objectif Lune, Tintin, la bande dessinée belge par excellence. J'avais adoré cette une. J'espère qu'il y aura l'occasion d'en avoir une autre si jamais il venait y avoir cette affiche pendant l'Euro. On espère. Les unes de journaux mythiques comme ça, on les aime bien. Évidemment, faut qu'elles restent dans la limite du respect de l'adversaire et du fair play. Mais c'est toujours marrant de se moquer, entre guillemets, de l'adversaire. Oui, c'est Tant marrant. que ça reste bon enfant et qu'il n'y a aucune méchanceté derrière, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai dans ma collection les 4 unes des grands trophées remportés par l'équipe de France, les 2 championnats d'Europe des Nations et les 2 Coupes du Monde. J'ai les unes. T'as la une gardées de chez moi. 98. J'avais acheté à l'époque où ils avaient sorti l'édition collector Ah pour oui. les 20 ans. Édition collector, j'allais dire 98, t'étais pas né. Non, j'étais pas né, non, pas T'étais du pas tout. né, non. Mais je m'étais acheté l'édition collector et j'espère ajouter une 5e une à ma collection après le 14 juillet. Bah, on espère. Hein. Alors, j'ai aussi des vieux journaux chez moi, mais c'est pas des unes de l'équipe de France. D'accord. Moi, c'était sur le... Ça a rien à voir. Il y a le mot France dans cette une, mais c'était pour le bateau France. D'accord, oui. Oui, Mythique bateau. la une du Paris-Normandie Mythique du navire. 23 décembre 2005. Cette date n'est pas vraiment anodine pour moi, mais c'était la une. Peut-on encore sauver le bateau France? Mythique navire. Mythique navire, mythique date de ce journal. Et c'est pour ça que cette émission est spéciale. On parle de foot, mais aussi D'information navire, information locale. C'est une émission exceptionnelle. C'est pour ça qu'il faudra nous écouter tout le long de la compétition pour l'équipe de France. Pour rappel, la compétition débute ce vendredi, 14 juin. Le pays hôte, l'Allemagne, inaugure la compétition contre l'Écosse. Il y aura des matchs tout au long de la compétition, tous les jours, presque, pendant les phases de poule. Et la France inaugure sa compétition contre l'Autriche le lundi, 17 juin, 21h. Oui, d'ailleurs, quand tu as parlé de l'Allemagne, moi, ça m'a rappelé une petite polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était le flocage des maillots allemands. D'accord. Je sais pas si tu te souviens de la typographie qui était utilisée au départ, mais... Moi, je m'en souviens pas. Ah, bah moi je m'en souviens très bien, parce que ça avait fait polémique. D'accord. C'était le problème avec cette typo, c'est qu'en mettant par exemple en flocage spécial le numéro 44, bien qu'il ne soit arboré par aucun joueur, faisait en fait SS. Ah oui, d'accord. Oui, ça avait oui, créé il me une semblait énorme avoir entendu polémique. parler de ça. Oui. Oui. Une D'accord. énorme polémique, évidemment toutes les commandes de ce maillot précisément ont été retirées et ils ont changé la typographie, mais ça avait fait un scandale dans certains médias sportifs. C'est là qu'on voit que le foot, vraiment, tout est calculé pour qu'il n'y ait pas de polémique. Dès qu'il y a un début de polémique, tout est fait pour l'engloutir. C'est ça, pour l'engloutir, tout à fait. Tu as un dernier mot à rajouter avant ce début de cet Euro qu'on a très hâte de voir débuter? Alors, le seul mot que j'aurais à dire serait plus des mots d'encouragement pour nos bleus et aussi pour nos auditeurs. Exceptionnellement, ce sera une émission par semaine et non toutes les 2 semaines pour couvrir encore mieux cet Euro. Et surtout, n'oubliez pas de nous écouter et de bien supporter nos bleus. Les bleus vont avoir besoin de nous. Ils auront besoin d'être sur le terrain entre eux, certes, mais psychologiquement, avoir des supporters, ce sera toujours très important. Je compte sur vous pour les supporter depuis votre canapé pour ceux qui ne peuvent pas aller en Allemagne. Ce qui est mon cas. D'ailleurs, n'hésitez pas. Et n'hésitez surtout pas à crier. On s'en fiche du tapage 9 clients, c'est pour les bleus, d'accord? Enfin, je dis ça, mais n'en faites pas trop non plus. Voilà, dans le respect de la justice, dans le respect du bien commun. Du bien commun et du politiquement correct aussi. N'oubliez pas qu'il y a certaines phrases que l'on peut entendre en stade qui ne sont pas à répéter. Et exactement. Oui. Voilà, exactement, il faut ne pas forcément tout répéter ce qui se passe au stade. Moi, je donne tous mes encouragements à cette équipe de France. J'espère qu'ils ramèneront un championnat d'Europe qu'on a touché du doigt lors de cette finale en 2016, malheureuse finale. J'espère que ces joueurs, cette formidable équipe très talentueuse pourra remporter pour la première fois dans leur carrière ce très beau trophée. Et qu'on pourra revoir une équipe de France au firmament, au sommet de l'Europe, voir des supporters français se réunir et fêter cette brillante équipe. Donc, allez les Bleus. Allez les Bleus. À la semaine prochaine, très chers auditeurs.
a des trains soufflant tout au bout des quais de hasard, transportant des hommes qui vont toujours plus loin, pour des ailleurs, et ces ailleurs sont aux confins des nulle part. Il y a des trains enveloppés dans la fumée grise des gares, qui portent en eux l'espoir comme le désespoir, des trains usés conduits par des mécaniciens aux gueules noires. Dans les wagons, certains sourient mais d'autres pleurent quand ils vont vers le bonheur, vers la douleur, vers d'autres lieux, avec des rêves ou bien des larmes dans le fond, rougis les yeux. Ces trains qui courent, train de l'ennui, train de banlieue, d'aller-retour, du lever tôt, du coucher tard, sans horizon. Et pour tous ceux qui ont perdu leurs illusions, le poids des jours. Il y a des trains rutilants, prêts à partir pour d'autres parts, au bout du monde, arbre béni par tous les dieux, au bout du rêve, au bout du rail, sous d'autres cieux, au parfum rare. Il y a des trains qui donnent envie soudain de larguer les amarres, l'envie de partir et de tout abandonner, sans prévenir, pour effacer tout le passé de la mémoire. Il y a des wagons lits, wagons de nuit où il fait bon, faire l'amour sans phrase creuse et superflue, avec une femme au hasard, femme sans nom et inconnue. Je rêve au train de militaires ou de bestiaux, et sur le sein de cette femme au souffle chaud, fruit de désir, qui m'offrira et la passion et le plaisir, quand dans ses reins se plantera le rythme lancinant du va-et-vient du train.